Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Le sommet de l'OCI à Banjul s'achève sur une note d'unité et d'engagement fort avec l'adoption d'une résolution historique soutenant les droits du peuple palestinien. Le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'engagement du Sénégal envers la cause palestinienne. Au cœur de la ferveur religieuse du Dakar de Médina Gounass, les pèlerins s'affairent dans les préparatifs de départ. Après 10 jours d'intense spiritualité, l'heure est aux dernières empreintes. L'huile de palme et le miel, éternel favori des fidèles, se vendent comme des trésors. On le verra. Dans notre grand format santé de ce soir, plongé au cœur de la réalité poignante des familles confrontées aux accidents vasculaires cérébraux au CHU de Fann. Entre l'urgence des soins et les défis d'un hébergement inadapté, les témoignages des accompagnants dessinent un tableau alarmant. Grand format à suivre. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue à tous. Le sommet de l'OCI à Banjul s'achève sur une note puissante avec l'adoption d'une résolution forte en faveur des droits du peuple palestinien qualifiant la situation de génocide. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui a pris part à la cérémonie de clôture, a souligné la position constante du Sénégal et l'amitié solide avec la Gambie. Oumar Nying. La cause palestinienne était un point saillant de ce sommet. En condamnant ce qu'il considère comme un génocide, l'OCI fait un grand saut. Il fallait qu'on puisse nommer, appeler un chat, nommer le mot génocide dans la déclaration. Il fallait que l'OCI prenne une position beaucoup plus forte par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à l'exigence et à la demande de la communauté internationale. Si vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, il y a des étudiants, toutes les universités américaines sont en ce moment en train de bouillonner avec les étudiants qui revendiquent que leur État prenne. Donc, si les États-Unis, les étudiants veulent vivre en Amérique, je pense que l'OCI, qui est la Oumma islamique, peut prendre une position beaucoup forte pour la solidarité envers le peuple palestinien. Le Sénégal, fidèle à sa position, est resté constant. Pour Dakar, ce sommet était un rendez-vous d'autant plus important qu'il se tient chez le voisin avec qui il a des liens séculaires. Le président a pensé important de participer à ce sommet par rapport à la position de leadership que le Sénégal a toujours occupée par rapport à la cause palestinienne. Vous savez que l'OCI a été créé pour poser la question palestinienne au niveau international pour y trouver des solutions. Donc, il était important que le président aussi soit présent à ce sommet-là. Le sommet aussi est organisé par un pays frère, par la Gambie. Et c'était aussi un geste fort pour venir en solidarité au peuple gambien, à l'État gambien qui était host, qui a accueilli donc le sommet. Et nous pensons aussi que le Sénégal a un rôle à jouer au niveau multilatéral. Et c'est la position du Sénégal, si on voit l'intérêt de toutes les délégations qui ont voulu rencontrer le président, l'intérêt aujourd'hui que suscite le Sénégal au niveau international, au niveau multilatéral, au niveau panafricain, il était important que le président se déplace et soit ici personnellement pendant 48 heures. Après la clôture des travaux, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a repris le chemin de Dakar, où il est arrivé dans l'après-midi de ce dimanche. Les rideaux sont tombés sur le 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique. La lecture de la déclaration finale a été faite par le nouveau président de l'OCI, le président de la Gambie, Adama Barrow. Il invite la Oumma à parler d'une seule voix pour un règlement des conflits par le dialogue. Ibrahim Adam. Le dialogue comme gage de règlement des conflits. C'est le souhait du nouveau président de l'Organisation de coopération islamique. Le président Adama Barrow plaide ainsi pour la promotion de la tolérance, de l'unité et le dialogue pour un développement durable au sein de la Oumma. La 15e session est un nouveau début pour la Gambie pour renforcer ses relations avec l'ensemble des membres de l'OCI pour la paix, la stabilité et la justice au niveau de notre Oumma et dans le reste des régions du monde. Nous travaillerons sans relâche pour arriver aussi à une solution pacifique au niveau des conflits
qui secoue la planète et qui nécessite notre intervention pour le bien de l'humanité. Notre principe de base doit être guidé par le bien commun de l'ensemble de l'humanité et cela, bien sûr, nécessite notre engagement à nous tous. Nous devons promouvoir la tolérance comme valeur fondamentale pour la tolérance, le développement et la stabilité. Ce qui veut dire qu'il faut s'identifier aux recommandations du Saint-Coran ainsi qu'aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour atteindre les objectifs escomptés. Nous devons nous appuyer sur les principes de l'islam, à savoir la tolérance, la compréhension et l'ouverture sur l'autre et le pardon. Ainsi, on serait reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à asseoir ces valeurs pour que nos sociétés jouissent de la stabilité à laquelle nous aspirons. Altesse, excellent, votre présence ici à Banjul traduit votre engagement pour soutenir les principes de l'OCI et en tant que président de cette session, je vous prie d'accompagner aussi et d'aider la Gambie lors de sa présidence pendant les 3 prochaines années afin que nous puissions prendre des mesures concrètes et promouvoir donc le progrès de l'Oumma islamique. Un accompagnement significatif de la Oumma à la Gambie est donc nécessaire pour la réussite de sa mission pendant les 3 prochaines années de sa présidence. Je suis confiant que nos objectifs seraient réalisés à travers la thématique choisie pour cette session, à savoir le dialogue et l'unité pour réaliser le développement durable et ainsi trouver des solutions aussi aux facteurs d'instabilité régionale. Je conclus par réitérer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès de ce sommet. Nous remercions les leaders, mais aussi le staff technique de l'OCI, les décideurs au niveau de l'Arabie Saoudite. Excellence, je remercie l'ensemble des délégations et nous sommes reconnaissants pour les efforts que vous faites pour l'Oumma islamique et pour l'humanité en général. La voie est donc tracée. Les défis identifiés restent maintenant à matérialiser la feuille de route de la nouvelle équipe pour un développement durable de la Oumma islamique dans un monde stable, dans la paix. Et puis un nouveau chapitre s'ouvre pour la visibilité des initiatives de la Oumma islamique grâce à la signature d'une convention entre le directeur général de l'agence presse sénégalaise et le directeur par intérim du département de l'information du secrétariat général de l'OCI, un partenariat stratégique qui promet d'enrichir la diffusion des actions menées à l'échelle de la communauté islamique mondiale. On reste avec vous, Ibrahim Mandon. Un acte symbolique, synonyme de l'aboutissement d'un long processus. Avec cette signature, l'agence de presse sénégalaise élargit ainsi son éventail de coopération. L'objectif de cette convention est donc de permettre à l'APS de participer davantage à la visibilité des initiatives de l'OCI dans le monde musulman et particulièrement en Afrique. L'objectif de cette convention est de permettre à l'APS d'offrir davantage de visibilité aux initiatives du monde musulman au Sénégal et en Afrique. Nous avons signé aujourd'hui un premier mémorandum d'entente entre le département de l'information et l'agence de presse sénégalaise dans le cadre d'une coopération médiatique. Et cela va continuer évidemment dans d'autres domaines. Donc nous souhaitons vraiment bâtir une solide coopération dans le domaine des médias, ce qui va permettre à une meilleure visibilité des initiatives de l'OCI dans le monde. Cette signature s'inscrit dans la logique de l'APS en tant que service public, un honneur pour le responsable de la boîte. Honoré ce matin d'être la première agence à signer une convention de partenariat avec le département qui s'occupe des médias, qui s'occupe de l'information au sein de l'OCI. C'est un honneur pour le Sénégal aussi parce que cette convention est mûrie depuis plusieurs mois maintenant.
plusieurs institutions sénégalaises impliquées, le ministère de tutelle, le ministère de la Communication, le ministère des Affaires étrangères. Donc l'État du Sénégal a validé ce partenariat, comprenant, sachant que l'OCI joue un rôle important pour la Oumma, mais pour tous les pays musulmans. Le département, comprenant aussi le rôle que l'agence de presse sénégalaise peut jouer dans sa stratégie, dans son travail, nous a fait l'amabilité de signer avec nous ici à Banjul, ce qui est encore symbolique. Depuis quelques années, l'agence de presse sénégalaise s'inscrit dans une dynamique d'innovation, une manière d'être en phase avec les standards du moment. Retour chez nous, comme chaque année, la communauté laïenne commémore la disparition de Seydina Issa Laye. Ce dimanche, Cambérène a été le point de convergence de tous les fidèles laïens, une journée consacrée à la prière et au rappel des fondamentaux des enseignements de Seydina Issa Laye al-Mahdi. Kaltoum Gueye. Un récital du Saint-Coran pour démarrer la commémoration du rappel à Dieu de Seydina Issa Laye, fils aîné et premier calife de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. Il a été annoncé par son père, Seydina Limamou Mahdi le 10 septembre 1887, quand, réunis autour du grand sérigne de l'époque, Dial Diop, où il lui dit que je mourrai quand le terme sera venu. Mais si je quitte ce bas monde sans que ma mission soit terminée, elle sera achevée par mon fils ici présent. Et il porta Issa, âgé environ de 9 ans, sur son épaule gauche, n'est-ce pas? Et Dieu a fait que cet engagement a été véritablement confirmé par les faits, puisque c'est en 1909, alors âgé de 33 ans, qu'il succéda à son père et dirigea cette communauté pendant 40 ans. Depuis 1949, chaque année, la vie et l'œuvre de celui qu'on appelle Insa ibn Mariam sont revisitées. Les fidèles laïens viennent de partout pour ainsi se ressourcer. Il a rejeté la Trinité pour véritablement mettre l'accent sur l'unicité de Dieu avec la formule de La ilaha illallah. Donc il quitta ce bas monde en 1949, le 21 août précisément, et Cambérène a eu la chance de l'avoir sur ses terres, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle chaque année nous célébrons sa disparition sur terre, où il aura marqué en tout cas le pays, le Sénégal, mais également la communauté musulmane de manière générale. Cambérène est à l'honneur. Le village créé par Seydina Issa accueille des milliers de fidèles. Un tour dans les cuisines mises en place pour l'occasion renseigne sur l'importance que la population, surtout les femmes, accorde à cet événement. On n'en fera jamais assez pour Mam Seydi. Il est notre guide, notre référence. On prie pour que le bon Dieu nous accorde une longue vie afin qu'on puisse continuer à venir célébrer cette journée. Vous voyez, toutes les femmes se sont mobilisées pour la réussite de cet événement. Je suis très contente. Je prie Allah d'avoir la même énergie pour venir célébrer Seydina Issa chaque année. Mamdi Baslaye Ibn Mambabakar Laye a dirigé les prières. Dans son prêche, il est revenu sur comment Seydina Issa a su continuer le legs de son père à seulement 33 ans. La commémoration continue. Après le récital de Coran, une soirée religieuse est au programme. Elle sera présidée par Mohamedou Lamine Laye, porte-parole de la famille. Fin de la 83e édition du Dakar de Médina Gounass. La cérémonie officielle s'est tenue hier en présence des autorités locales et des milliers de pèlerins. Le khalife général de Médina Gounass est entièrement satisfait de l'accompagnement de l'État du Sénégal dans l'organisation de cette édition 2024 du Dakar. Il a dit au gouverneur de la région de Kolda, Sayer Ndao, qui a représenté l'État à cette cérémonie officielle de clôture. Il est au micro de Tidjane Cissé. Sur l'instruction de M. le Président de la République, je suis venu représenter l'État pour cette cérémonie de clôture.
Et on a transmis au Khalif les salutations de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, mais aussi de l'ensemble du gouvernement. Et vraiment, nous avons souhaité recueillir des prières, mais aussi recueillir vraiment les observations par rapport à cette édition du Dakar, pour pouvoir améliorer l'année prochaine l'édition de l'année prochaine. Donc il y a une entière satisfaction d'après le Khalif, ce qu'il nous a dit. Tout a été vraiment, les engagements ont été presque 100% respectés. On a pu redresser quelques petits problèmes qu'on a gérés en cours de Dakar, parce que vous savez que c'est 10 jours de dévotion, 10 jours de retraite spirituelle, là où il n'y a rien, où il faut créer un monde, créer une ville et amener tout et mettre à la disposition des gens, ce n'était pas facile. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu régler tous ces problèmes. Et aussi l'engagement de nos plus hautes autorités qui se sont investis pour mettre des moyens à nos dispositions nous a permis d'organiser un temps. Donc c'était ça la quintessence de mon discours, mais aussi rappeler aux fidèles qui étaient là que nous devons retourner dans les maisons. Retourner, ça nécessite que les gens soient calmes au retour, soient posés, mais qu'ils respectent les consignes de sécurité. Parce que sur la route, maintenant, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'insécurité et c'est lié au comportement des populations. Mais nous voulons que tous les pèlerins qui quittent Médina Gounass rentrent tranquillement chez eux, mais dans le strict respect des consignes. Ce qui veut dire quoi? Il y aura de la rigueur sur la route pour que les gens se respectent ce qu'il faut. Nous ne voulons pas d'accident. Nous voulons renforcer la sécurité routière, donc il faudrait que les gens respectent les consignes. Le grand format santé de ce trésor met en lumière la détresse des familles confrontées aux séquelles des accidents vasculaires cérébraux au CHU de Fann, entre l'attente angoissante pour des soins urgents et les conditions d'hébergement précaires. Les témoignages des accompagnants révèlent les défis du système. Toutefois, l'administration hospitalière promet des réformes pour améliorer l'accès aux soins et la qualité de l'accueil. Grand format réalisé par Fanta Badji. Avec son éventail, elle cherche à rafraîchir son malade dans cette salle du service de neurologie du CHU de Fann. Ici, les accompagnants déplorent des conditions d'hébergement peu commodes. Ce n'est pas du confort qu'on cherche. On cherche le minimum pour que la personne soit bien. Vous voyez, j'ai l'éventail. Je passe la journée à l'éventer. Vous me voyez, moi, je suis comme ça. Il fait très chaud dans les salles. Les lits, vous avez vu le lit. Il est déglingué complètement. Moi, j'ai même peur parfois de le bouger. Les ventilateurs, vous voyez, ça ne touche pas tout le monde. Et il y a de la poussière, la clim ne marche pas. Même les chaises où on s'assoit, nous-mêmes, on cherche des oreillers pour mettre sur les chaises. Il n'y a pas de chaises. Mais tamit douce yi am nañ problème. Douce yi ak yooyu sonal na nit ñi. Yooyu. Il y a beaucoup de moustiques ici. Les toilettes sont insalubres et on n'a nulle part où mettre nos bagages. Def placard foo def sa bagage boo ñëwee obligé gardien lay wàcce ci suuf nga def sa placard nga sànni foofu sa bagage benn néeg loolu tamit neexul. Au Sénégal, la famille accompagne autant que possible le patient interné et cette situation n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de certains services. Il y a un regroupement familial qui impacte dans le fonctionnement de l'hôpital parce que ces personnes qui sont là, ces accompagnants qui sont là, impactent sur tout le circuit. Sur tout le circuit, au niveau des toilettes, au niveau des lavoirs, au niveau des tentes, au niveau du ramassage des ordures. Maintenant, il y a des problèmes qui sont inhérents à la vétusté des bâtiments. C'est la vétusté des bâtiments et aussi la surutilisation. Il y a peut-être une toilette qui a été faite pour 20 malades, sans l'utilise. Donc là, il y aura forcément des dysfonctionnements. Dans cet hôpital de référence, le professionnalisme du personnel médical n'est pas mis en cause. Les médecins sont très compétents chez nous, franchement. Ce qu'ils font là, c'est un sacerdoce. Moi, je suis admiratif, très admiratif devant ce que font nos médecins. Depuis que je suis ici, tous les jours, ils sont à nos cheveux. Tous les jours. Et ils ne rechignent pas à la tâche. Moi-même, je me demande quelquefois s'ils ont une vie de famille. Cependant, les retards de soins au service d'accueil des urgences est une réalité. Le jour où on est venu, il a passé la journée sur une chaise aux urgences de midi à 2 heures du matin. Il était assis sur une chaise. Il y avait des malades couchés au sol
parce qu'ils n'ont pas de lit pour mettre les malades. Ils n'ont pas de chaises roulantes pour mettre les malades et les transporter. Les gens étaient couchés par terre sur les carreaux. Le non-respect de la pyramide sanitaire est une contrainte de taille pour le SAU qui est souvent débordé. FAN est appelé à recevoir des références de tous les hôpitaux du Sénégal et même en dehors du Sénégal. Donc, la porte d'entrée de toutes ces références, c'est les urgences. Donc, c'est normal que le SAU, la demande soit forte. C'est normal qu'il y ait un temps d'attente. Mais c'est normal aussi qu'on puisse prendre des mesures pour voir comment améliorer le flux, comment prendre en charge et que aussi la périphérie qui est autour de FAN aussi assure les urgences. Parce que ça permet de désengorger FAN si les centres de santé, si les hôpitaux de niveau 1, les hôpitaux de niveau 1 aussi prennent une partie de ces urgences. Récemment, l'administration de l'hôpital a engagé des réformes visant à renforcer l'offre de soins du service de neurologie notamment et à améliorer le cadre. L'État du Sénégal a beaucoup contribué en réhabilitant, en faisant vraiment un complexe neurokinésie et réadaptation. Et vraiment, c'est un grand chantier que M. le ministre vient de visiter et c'est un chantier qui est en phase de finition. Mais d'autres services d'enfants méritent aussi ce même financement, cette même appropriation. Parce que c'est des services qui datent d'avant 1960. À l'hôpital FAN, accompagnants et malades fondent beaucoup d'espoir sur les nouvelles autorités pour un meilleur accès aux soins. Nos autorités, souvent, ce n'est pas une critique, hein. Ils ont les moyens d'aller dans les cliniques. Ils ont les moyens d'aller se soigner ailleurs. Mais le Sénégalais lambda, qui n'a pas les moyens, s'il est malade, il est mort. Comme il dit, tous les jours, même le petit truc, la sonde là, elle coûte 500, on l'achète. Donc eux, ils n'ont aucun moyen pour travailler. Aucun. Le malade achète tout, s'il n'a pas, il ne peut pas se soigner. Il y a des gens que je vois, ils souffrent pour aller acheter une ordonnance de 2000 francs. Donc il faut que l'État remette les choses en ordre. Moi, je me souviens quand j'étais petite, parce que je suis un peu vieille, quand j'étais petite, quand on allait au dispensaire ou à l'hôpital, on ne vous demandait rien. Vous étiez soigné. FAN, nouvel hôpital, est un projet en cours d'exécution. L'administration annonce des aménagements pour mettre à l'aise accompagnants et patients, de même que l'acquisition prochaine de matériel médical destiné à renforcer le plateau technique. Voilà pour ce grand format Santé place maintenant à l'actualité de nos régions et c'est juste après ça. D'abord, direction les champs de Niagagna où une révolution agricole est en marche. La ferme moderne de Ndioundiouf Mbafay célèbre ses premières récoltes hors saison grâce au projet Paris soutenu par la Banque mondiale et mis en œuvre en partenariat avec l'ANIDA. Les agriculteurs locaux ont pu surmonter les défis des aléas climatiques par un système d'irrigation avancé. On voit tout cela avec Lamine Fall et Maman Moussagnan. La ferme agricole moderne de Ndioundiouf Mbafay dans la commune de Niagagnaou, un site où la mission se met à l'action. Ce périmètre de 7 hectares, dont les 5 sont emblavés, sert de cadre aux cultures hors saison avec diverses spéculations. Nous avons cultivé des tomates, des poivrons et des oignons. Mais je peux dire que c'est la commercialisation de tomates qui marche le mieux. Les cultures hors saison, un changement de paradigme dans la stratégie agricole sénégalaise, une stratégie portée de bout en bout par l'ANIDA en relation avec le Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. L'idée, c'est que véritablement l'agriculture puisse être pratiquée toute l'année. Parce que le constat fondamental qui avait été fait était qu'on avait un peu basé notre agriculture sur la saison des pluies. Et tout le monde sait que 3 mois de pluie ne peut pas durablement, en tout cas, garantir une production. Pour cette campagne, les récoltes se poursuivent, les cultures affichent un bon comportement, augurant de belles perspectives. Nous nous attendons à un chiffre d'affaires tournant autour de 5 millions pour les tomates, 4 millions pour les oignons et jusqu'à près de 8 millions pour les poivrons. Une augmentation des revenus combinée à une autonomisation des femmes en milieu rural.
Nous travaillons matin et soir. Désormais, nous consommons ce que nous produisons, à savoir tomates, gombo, entre autres. En plus, avec cette ferme, nous sommes devenus plus autonomes, plus indépendantes, mais aussi plus résilientes. De braves productrices à l'énergie débordante en pleine saison sèche, leurs efforts sont rendus possibles grâce à ce projet financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale a financé ce projet, qui est un projet régional pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal. C'est un projet d'une importance capitale pour le secteur agricole, du fait que ce projet touche un domaine assez important pour l'agriculture, qui est l'irrigation. Ce réseau d'irrigation a pour nom le goutte à goutte, sans doute le système irrigué le plus abouti à l'ère moderne actuellement appliqué dans les fermes agricoles et alimenté à l'énergie solaire. Je pense qu'avec un système irrigué moderne, il est possible d'avoir 3 à 4 cycles de culture. La ferme de Ndioudiouf vit une transformation agricole sans précédent, avec des cultures en toute saison, des rendements meilleurs, et ce, grâce à ce projet à impact socio-économique durable qu'est le Paris. La prochaine campagne agricole préoccupe déjà les paysans, les autres acteurs de l'agriculture et le gouvernement. Des graines de changement ont été portées en terre avec des mesures hardies adoptées en conseil interministériel. 120 milliards de francs CFA ont été dégagés pour l'acquisition de semences et d'intrants de qualité. Campagne agricole 2024, l'armée en première ligne. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Habituellement, c'est au mois de mai que les premiers flux de mousson pénètrent le pays par sa partie sud pour le balayer ensuite progressivement. Mais il n'y a plus de certitude quant au calendrier pluvial et donc agricole depuis que le changement climatique est devenu une réalité perturbatrice de l'ordre établi. Pour autant, l'espoir commande de se lever, d'aller préparer son champ si les prédateurs fonciers ne sont pas passés par là. Notre structure démographique est certes en train de changer, comme l'a démontré le RGPH 5, mais la paysannerie pèse son poids. Près d'un Sénégalais sur 2 s'active encore dans l'agriculture. Quand on a un tel profil, il est impératif de ne pas laisser la pratique en jachère ou en friche. Il y a des préalables pour mettre au moins partiellement les populations rurales dans des conditions de s'assurer une bonne production. En partie seulement parce qu'il existera toujours des aléas dont la distribution spatio-temporelle des pluies et d'autres périls capables d'anéantir la perspective de belles moissons. Mais avant de récolter, il faut avoir semé la bonne graine car l'ivraie ne pousse pas. Séparer les deux est la première condition. Les nouvelles autorités veulent opérer ce tri sélectif pour mettre à disposition et en temps opportun des semences et des fertilisants de qualité. Pourtant, cela se faisait. Eh oui, mais plutôt mal que bien. Combien d'acteurs qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture infestaient la chaîne, vendant du vent. Or, en le semant, on ne récolte que tempête. Des années d'il à maintenant, on a sans cesse repoussé l'autosuffisance, malgré les slogans chocs et les tentatives de réforme qui n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et l'exode rural a pris de l'ampleur et de la vigueur, hypertrophiant les villes de Pekno, de Kamlo et de Bado-Pabo à qui la vie ne fait pas de cadeau, si ce n'est un voyage sans retour vers des Canaries illusoires. Cette fois-ci, l'armée va monter au front avec 120 milliards dans les cartouchières. Faudra pas rater les cibles, que cette manne aille aux ayants droit et se traduise par un carton garantissant d'abord une sécurité alimentaire aux